Souple, profilée, vive, élégante. Voici une diva au corps parfait. Tout, chez la loutre, indique un animal bien adapté au déplacement dans l'eau. Corps long et fuselé, tête fine, au front plat et aux oreilles minuscules, fourrure imperméable, pattes courtes et palmées, et puis cette queue large et puissante qui lui sert à la fois de propulseur et de gouvernail. Forte de ses atouts physiques, la loutre est capable de véritables prouesses aquatiques. Derrière cette étonnante sirène qui glisse dans l'eau des rivières et des côtes maritimes, se cache un prédateur redoutable, vivant dans le plus grand secret. Voici une rivière en France où vit une fratrie de loutres. Joignant l'utile à l'agréable, le frère et la sœur testent leurs forces en jouant et apprennent ainsi à connaître leurs limites. Âgées de 6 mois, ces jeunes loutres ont encore tout à apprendre et ne seront pas émancipées avant 12 mois, quand elles sauront capturer toutes les proies nécessaires à leur survie. Excellentes nageuses en comparaison des rongeurs aquatiques qui fréquentent les mêmes rivières, elles ont l'avantage d'avoir les 4 pattes palmées. Avec un tel équipement, se faufiler entre les pierres et les herbiers est un jeu d'enfant pour ces jeunes athlètes, d'autant que leurs oreilles et leurs narines se ferment instantanément lorsqu'elles sont en plongée. Très vite, elles savent que les poissons les plus vifs, comme les truites, sont plus difficiles à attraper et qu'il vaut mieux commencer par fouiller les herbes dans l'espoir d'y trouver une écrevisse à croquer. Tout a commencé par de vives étreintes aquatiques. D'ordinaire, mâles et femelles vivent séparément toute l'année. Mais ce jour-là, après de longues poursuites, les parents de nos 2 jeunes loutres se sont accouplés en totale immersion. Les loutres s'accoupleraient ainsi dans l'eau pour que la femelle moins lourde que le mâle puisse mieux supporter son poids. « 60 jours plus tard, cachée dans un terrier qu'elle a aménagé dans la berge, la mère a donné naissance à 3 boules de poils gris souris. Les petits sont nés il y a quelques heures, aveugles et sans dents. Ils mesurent une quinzaine de centimètres et pèsent un peu plus de 100 grammes. Tout de suite après la mise bas, la mère les a rassemblés contre elle de manière à ce qu'ils trouvent spontanément les mamelles.
Les loutrons vont téter très régulièrement pendant 3 à 4 mois, blottis sous le ventre de leur mère, profitant ainsi de sa chaleur. La femelle, très attentionnée, élève seule sa progéniture. Elle lèche l'arrière-train de ses petits pour stimuler leur transit. Un exercice vital qu'elle effectuera plusieurs fois par jour. La mère gardera ses petits 2 mois à l'abri dans ce terrier avant leur premier pas à l'extérieur. Elle ne s'éloignera qu'1 fois par jour pour s'alimenter et elle absorbera 2 fois plus de nourriture que d'ordinaire pour produire le lait indispensable à ses loutrons. La mère connaît la rivière où elle vit. Elle sait où se cachent les truites. Tous ses organes sensitifs sont en éveil. Le nez, les oreilles, les yeux sont alignés sur la partie supérieure de sa tête. Cela lui permet de rester presque entièrement immergé tout en étant à l'affût de ce qui se passe à la surface. Sous l'eau, ses yeux s'adaptent automatiquement et elle peut voir aussi bien qu'avec des lunettes de plongée. Ses longues moustaches sensibles, les vibrisses au bout de son museau, viennent en renfort et lui permettent de détecter les obstacles et les poissons et d'affiner ainsi son attaque. La loutre était présente autrefois un peu partout en Europe. Elle a désormais déserté certains cours d'eau trop dérangés par l'homme ou par la pollution. Pourtant, elle a une étonnante capacité d'adaptation à des environnements différents. Certaines loutres, vivant habituellement en rivière, ont aussi colonisé le milieu marin. Elles se sont adaptées à la vie sur le littoral, comme au nord de l'Écosse, sur les îles Shetland. Ce paradis pour les oiseaux marins qui viennent par milliers s'y reproduire est l'un des derniers refuges pour les loutres en Europe de l'Ouest. Sur ces côtes sauvages, la loutre survit grâce aux richesses de la mer. Elle y mène une existence paisible, loin des hommes. La mer à cet endroit déborde de vie et les fonds marins offrent une abondance de proies. Ces rivages, épargnés par le gel grâce au climat océanique, sont un havre de paix où les populations de loutres se sont particulièrement développées. Les loutres connaissent tous les recoins de cet océan poissonneux. Le territoire de chacune d'entre elles est formé de plusieurs kilomètres de côte, autant d'endroits où elle peut exercer ses talents de pêcheur. Habituellement, la loutre ne chasse et ne pêche que pour elle. Mais cette fois, elle suscite la jalousie des corneilles mantelées. Aux côtés de la pêcheuse, elles savent qu'elles pourront tôt ou tard récupérer quelques morceaux.
la loutre consomme près d'1 kilo de poisson par jour, soit 5 à 10% de son poids. En mer, la liste du menu est variée. La blénie, la motelle, la gonelle et le chabot composent l'essentiel de ses repas. Elle est capable de capturer une vingtaine d'espèces de poissons, surtout ceux vivant sur le fond. Elle saisit parfois des congres d'1 mètre, dont elle ne mange que les meilleurs morceaux. En pique-assiette, les corneilles lui picotent le dos de leur bec et harcèlent la loutre pour qu'elle quitte sa proie. Sa zone de pêche est vaste et la grande chasseuse n'a aucun mal à s'alimenter dans ce secteur. Elle délaisse volontiers son repas. Quelques plongées d'une vingtaine de secondes lui permettront à nouveau de dénicher une proie. En France, le printemps tarde à s'installer. La maman loutre se montre toujours très attentionnée. Régulièrement, elle apporte des herbes pour renflouer la litière. Lorsqu'elle partira pêcher, elle utilisera ces mêmes matériaux pour recouvrir ses petits. Pour le moment, ils sont âgés de 3 semaines et encore très démunis. Leur mère garde un contact serré avec eux. Elle est leur seule protectrice. Avec délicatesse, elle les réchauffe pendant de longues heures et les nourrit 4 à 5 fois par jour d'un lait 8 fois plus riche qu'un lait de vache. Lentement, semaine après semaine, les petits vont prendre des forces et gagner en autonomie. Un matin paisible, et pourtant un cri signe la fin d'une dispute. 2 adultes se chamaillent les limites de leur territoire. Sur les îles Shetland, les loutres sont nombreuses et se croisent souvent. Cet animal plutôt solitaire supporte assez mal la présence de ses congénères. Bien que la loutre puisse voyager sur de longues distances, elle demeure souvent sur un domaine bien défini. Sur ce territoire, elle se nourrit, se repose et se reproduit. La mer ici déborde de vie.
La richesse sous-marine est telle qu'il n'y a aucune concurrence alimentaire. Peut-être une des raisons pour lesquelles, en milieu maritime, la loutre se montre un peu plus tolérante vis-à-vis de ses voisines. Plusieurs individus cohabitent dans une même zone, se côtoient, vaquent à leurs occupations sans guère se soucier du voisinage. Les périodes d'activité des loutres dépendent des milieux où elles vivent. Au Shetland, l'espèce s'active de jour. La loutre adapte ici son mode de vie à celui de ses proies, qui restent inactives le jour, et donc plus faciles à capturer. La prédation du crabe devient un jeu d'enfant à marée basse et durant les flux et reflux de la mer. Le régime alimentaire de la loutre est très varié, allant des poissons aux oursins en passant par l'étoile de mer, le poulpe et divers mollusques. Tenus secrètement dans la catiche qui leur sert d'abri, les loutrons âgés de 6 semaines sont encore sous la protection de leur mère. Les petits ont grandi, mais l'un d'entre eux est mort. Trop faible, il s'est mal alimenté et a dépéri. Les 2 autres sont en pleine forme et leur pelage s'est épaissi. Ils renouvelleront ainsi leur fourrure jusqu'à 5 fois. Les loutrons voient enfin la chambre qui les entoure, leurs yeux se sont ouverts, l'un après l'autre, à quelques jours d'intervalle. En attendant d'être suffisamment grands pour se débrouiller seuls à l'extérieur, ils ne feront que manger et dormir bien à l'écart des prédateurs dans la catiche. Bientôt, leur mère apportera de la nourriture consistante et les habituera à leur future alimentation à base de poissons. Un peu partout, la loutre dépose des épreintes, des sortes de crottes odorantes. Ces bornes olfactives, mises en évidence sur des promontoires, vont ainsi délimiter son territoire. Elles vont agir comme des messages ayant différentes significations. Les loutres de passage seront renseignées par ces panneaux de signalisation sur les limites à ne pas franchir, sur l'état sexuel de son propriétaire, sur son identité. Les loutres se donnent toujours beaucoup de mal pour déposer ces petits tas en des points stratégiques et s'assurer que leur odeur est identifiable sur l'ensemble du domaine. Ces dépôts sont très fréquents et s'effectuent en maintes occasions, juste après les repas sur les lieux mêmes de consommation, après le réveil ou de façon systématique lors du parcours de l'animal sur le rivage.
Maintenant que la propriétaire des lieux a mis en garde le voisinage, elle va pouvoir s'adonner passionnément à son activité favorite, le ressuie, un toilettage approfondi qui lui permet, en se frottant sur la végétation, de se libérer en partie des cristaux de sel. Les loutres de rivière qui s'aventurent en mer doivent d'ailleurs se rincer chaque jour dans l'eau douce. Le sel incrusté dans leur fourrure réduirait l'imperméabilité de leur manteau et l'eau glacée atteindrait leur peau. Toutes les loutres qui vivent ici doivent disposer sur leur territoire d'un lac ou d'une rivière pour laver leur pelage et pour se fournir en eau potable. En France, les deux jeunes loutres ont quasiment leur taille adulte. Leur caractère s'affirme de jour en jour. Le temps a passé. Leur mère est morte, certainement victime d'une collision sur une route à proximité de la rivière. La chasse et les pièges, désormais interdits, ne sont plus là pour éliminer les loutres, mais d'autres dangers guettent, notamment les véhicules vrombissants, les berges bordées de grillages, la pollution et les métaux lourds. Les deux loutres devenues orphelines devront déjouer toutes ces menaces pour survivre sur le territoire des hommes. Les orphelines sont sevrées depuis l'âge de 4 mois. Leur mère a eu le temps de les initier à la pêche. Désormais, elles apprennent seules jour après jour, mais sont encore loin de maîtriser cet art. Elles savent repérer les pierres susceptibles de cacher un poisson, mais il leur reste cependant beaucoup de techniques à acquérir pour se débrouiller seules dans la nature. Les loutres continuent toutefois à s'entraîner sur le domaine de leur mère et restent en contact par de petits cris. Au fur et à mesure qu'elles gagnent en indépendance, d'étranges rencontres éveillent leur curiosité. Cet oiseau cascadeur va devenir une silhouette familière. Le cincle plongeur rivalise d'adresse dans les rapides. Il s'agrippe sous l'eau grâce à ses longs ongles. Son plumage, dont la densité des plumes est largement supérieure à celle de tous les autres oiseaux, est huilé régulièrement pour en faire une véritable combinaison de plongée. Les jeunes loutres n'ont rien à envier à cette boule de plumes. Leur fourrure est particulièrement bien étudiée pour évoluer en milieu aquatique. Avec sa tenue de cascadeur, le cincle peut retourner les pierres et capturer des larves aquatiques sans difficulté. Les loutres sont équipées d'un pelage très performant, composé de 2 couches. Une première, en poil épais et gras, forme un manteau imperméable. Une deuxième, la bourre,
retient l'air et l'isole du froid. Aidés de leurs queues puissantes qui leur servent de propulseurs et de leurs pattes palmées, les jeunes apprentis peuvent se glisser sous l'eau et défier le courant. Au cours de leur première année de vie, en attrapant toutes sortes de proies, les loutres vont découvrir leurs capacités physiques et apprendre à connaître leurs limites. Chaque jour représente une difficulté, comme l'épreuve du courant. La nature sera sans merci. Le taux de mortalité est très important. En moyenne, seul un loutron sur 4 atteint l'âge adulte. En attendant d'être des pêcheurs aguerris, le frère et la sœur sont inséparables. Leurs quêtes de nourriture se font sous l'eau, mais aussi sur la terre ferme. Leur régime, essentiellement piscivore, ne les empêche pas de s'alimenter sur les berges où ils savent débusquer à moindre effort des petits mammifères, des invertébrés ou des insectes. À cet âge, ils ne semblent guère soucieux de chercher leur nourriture et la partie de jeu l'emporte souvent sur la partie de pêche. Contrairement à la chouette hulotte, qui voit et entend particulièrement bien dans l'obscurité, la loutre ne dispose pas d'une adaptation spécifique à la vie nocturne. Sa préférence pour la nuit est certainement due au fait qu'elle a été pourchassée par l'homme pendant des générations. Ainsi devenue très méfiante à son égard, elle s'est transformée en chasseuse nocturne. Pour les deux jeunes orphelines, la nuit est une nouvelle occasion de jouer. Les poursuites, les franchissements d'obstacles et les roulades sont autant d'exercices nécessaires pour former leur musculature et affiner leur adresse dans l'élément liquide.
Au Shetland, cette famille a la chance d'être encore unie. Âgés de 8 mois environ, les 2 loutrons sont encore escortés par leur mère. C'est en l'accompagnant constamment que les jeunes élèves observent ces techniques de chasse. Dans les premiers temps, ils surveillaient les évolutions de leur mère sous l'eau en plongeant simplement leur tête sous la surface. Mais aujourd'hui, enrichis de leurs 6 mois d'expérience, ils sont capables de pêcher par eux-mêmes. Alors, ils prennent leur liberté progressivement et s'écartent désormais d'elle pour pêcher dans leur coin. Les jeunes qui s'aventurent seuls signalent de temps à autre leur présence par de petits cris. Ces contacts réguliers permettent à leur mère de les localiser lorsqu'ils sont égarés en mer ou dissimulés dans les rochers. Au fur et à mesure de leur croissance, elle se permet de les éloigner de plus en plus de leur lieu de naissance. Ainsi, ils vont pendant leurs longs mois d'apprentissage explorer l'ensemble du territoire maternel. L'émancipation peut s'effectuer dès l'âge de 8 mois, mais se situe plutôt vers 9 ou 10 mois. Dans quelque temps, les loutrons devenus grands devront quitter le noyau familial et vagabonder à leur tour à la recherche de leur propre domaine vital. Parfois, c'est la mère qui les délaisse volontairement pour pêcher seuls quelques heures. Les jeunes sont alors livrés à eux-mêmes, elle ne les retrouvera que bien plus tard dans leur terrier, qui constituera alors un point de ralliement. En France, les 2 jeunes loutres sont toujours inséparables. Ensemble, elles explorent les cours d'eau à la recherche du moindre mollusque caché sous les cailloux. Elles s'adaptent facilement. Elles apprendront bientôt qu'au fil des mois, elles devront changer leur menu en fonction du niveau des eaux et de la disponibilité des proies. Elles devront ajuster leur repas à la richesse de la faune aquatique de chaque saison.
Avec l'âge, elles deviennent de plus en plus farouches et apprécient de chasser dans la quiétude de la nuit. Elles peuvent capturer des scarabées, des lombrics ou bien des escargots et des limaces, un régime alimentaire maigre pour un grand prédateur, mais un complément nécessaire. Cette nuit, les anguilles sont de sortie. Les jeunes loutres maîtrisent maintenant toutes les astuces de la pêche. Pour attraper leurs poissons, elles utilisent deux techniques selon que l'eau est profonde ou non. Dans les lacs et les étangs, elles surprennent leurs victimes en nageant par-dessous et en profitant d'un angle mort dans la vision des poissons. Mais la pratique la plus utilisée consiste à poursuivre leur proie et de la bloquer dans un recoin de la berge. Leur vibrisse joue un rôle essentiel. Elle localise précisément la position des poissons en détectant les changements de pression dans l'eau provoqués par le déplacement des proies. Les loutres peuvent donc repérer et pister les anguilles la nuit ou dans les eaux troubles. La loutre passe plus de la moitié de son temps au gîte, où elle dort principalement. En dehors du repos et de l'activité de pêche, elle s'emploie à entretenir son pelage, un exercice indispensable. À la différence des phoques et des baleines, la loutre n'a pas d'épaisses couches de graisse. Si c'était le cas, elle ne pourrait pas gambader sur les rochers. Sa fourrure, l'une des plus denses et des plus robustes de tous les mammifères, est sa seule arme pour lutter contre le froid. Elle isole la nageuse de l'élément liquide en stockant l'air dans ses multicouches de poils. Un tel manteau est rendu imperméable et entretenu par les sécrétions graisseuses des glandes de sa peau que la loutre répand par des soins constants. Le toilettage est à ce point primordial que les loutres côtières qui fréquentent l'océan lui consacrent 2 fois plus de temps que les loutres vivant en rivière. Elles se rendent ainsi régulièrement aux mêmes endroits pour se toiletter et se frotter longuement. L'essentiel du temps, la loutre est hors de l'eau,
elle n'a pas vraiment d'endroit favori. Elle peut parcourir jusqu'à 10 km par jour. Parfois, elle se frotte et revendique ses droits en se roulant sur les algues. Parfois, elle se couche en attendant les bonnes heures pour pêcher. La sieste est un moment privilégié, dans les habitats sauvages et calmes, comme ici au Shetland. La loutre peut se reposer n'importe où, dans les crevasses au pied des falaises, dans des terriers de lapins élargis, sur des pelouses rases du bord de mer, ou bien entre des rochers bien exposés à l'air libre. Blottie à l'abri du vent, la paresseuse se réfugie pour dormir en toute tranquillité, une grande partie de la journée. Des havres de paix comme celui-ci, elle en a plusieurs sur son territoire, mais cette fois, elle n'a peut-être pas choisi le plus calme. Un intrus vient jouer le perturbateur. Le fou de bassin est un oiseau marin qui a la fâcheuse habitude de faire des plongeons bruyants. La technique de sieste de la loutre est des plus simples. Trouver un tapis d'algues douillet, tourner en rond pour déterminer l'emplacement le plus confortable, s'étirer et se coucher sans tarder. Les phoques, réputés pour être les grands spécialistes du sommeil profond, privilégient la technique de la bouée ou de la pierre. Ballottés par la marée ou écrasés comme des cailloux au soleil, chacun à sa façon récupère des efforts physiques qu'exige la vie en mer. Au Shetland, un tiers seulement des plongées effectuées par la loutre sont récompensées par la capture d'une proie. Ce gaspillage d'énergie nécessite un repos compensateur. Lors des siestes, l'animal assimile les aliments qu'elle a pêchés et retrouve sa température corporelle. En effet, malgré sa fourrure épaisse, la loutre perd en moyenne 2 degrés par heure passés dans l'océan. Un séjour trop long dans une mer froide l'obligerait à brûler beaucoup de calories pour rétablir la chaleur de son corps. Ce n'est pas l'heure du repos pour les orphelines.
la découverte d'une coquille d'escargot est l'occasion d'une partie de jeu, peut-être la dernière ensemble. Bientôt, elles seront adultes et auront leur propre territoire. L'instinct individualiste sera le plus fort, et chacune d'entre elles prendra son indépendance. Maintenant, les jeunes loutres connaissent toutes les surprises de la rivière, toutes les ruses de leur proie. Elles savent que le chant des grenouilles annonce un menu copieux. Dans l'eau, ou bien sur les berges, les grenouilles, faciles à attraper, sont des proies riches en calories. En mars et en avril, lorsque les batraciens se rassemblent par milliers pour se reproduire, ils peuvent représenter près de la moitié de l'alimentation des loutres. Comme tous les prédateurs, elles s'attaquent prioritairement, selon la loi du moindre effort, aux proies les plus abondantes, les plus lentes, malades ou affaiblies. Ainsi, les loutres régulent l'équilibre des cours d'eau. Ces jeunes loutres sont des symboles de nos rivières sauvages. Malgré leur statut d'espèces protégées, elles vont connaître un parcours difficile et semé d'embûches. Elles découvriront ces territoires souvent interrompus par les activités humaines, ces routes présentes un peu partout qu'elles devront traverser au risque de leur vie. Au nord de l'Écosse, chaque marée apporte un nouvel arrivage de poissons. Ce paradis pour les loutres est un espace fragile. Une marée noire, le développement d'une industrie côtière, l'aménagement du rivage, le réchauffement de la mer peuvent à tout moment modifier cet équilibre que l'homme se doit de préserver. Aujourd'hui, les lieux où vivent les loutres sont en nombre limité. Il reste quelques endroits en Europe où la loutre prospère et vit paisiblement. La reconquête est en marche, là où l'homme prend garde aux milieux aquatiques, à la qualité des eaux et à l'environnement.